officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Politique. Qui a dit quoi? Bonjour, monsieur professeur Christian. Alors, vous êtes mathématicien. Corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes mathématicien et historien des sciences, c'est ça? Oui. Bon, vous avez écrit Euclide l'Africain. Oui. Voilà qui me perturbe un peu. Alors, Non, vous pouvez c'est pas toi que ça perturbe, ça en perturbe d'autres. Oh ben oui, mais moi, personnellement, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, il y a un truc là qui... hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre déjà? Et comment est-ce que Euclide est devenu africain? C'est ce que je comprends pas. Il est né. Bon. Il est né africain parce que c'est évidemment un Égyptien. D'accord. De l'époque pharaonique. Il n'est pas grec, donc. Il est... non. J'avoue que je n'ai pas d'explication pour le nom qu'il porte. Ouais. On n'a pas... le mystère a été entretenu sur Euclide à partir de Ptolémée II. Oui. Hein. Euclide vivait sous le premier Ptolémée, donc Alexandre arrive, se fait désigner comme roi par les Égyptiens. Bon, qui n'ont plus de roi à ce moment-là, c'était après l'invasion des Perses. Les Perses, le dernier Perse a été vaincu par Alexandre. Quand les Perses, les trois derniers Perses, là, le premier des trois qui arrive, qui reconquiert l'Égypte en 442 avant Jésus-Christ, qui est Artaxerxès III. Ouais. C'était pire que Hitler, le mec. Il a laissé de très mauvais souvenirs aux Égyptiens. Donc, à ce moment-là, les Égyptiens ont souffert beaucoup, se sentaient très mal avec eux. Alors, les deux suivants étaient peut-être plus doux, mais ils rêvaient d'être débarrassés des Perses. Hein. Et quand Alexandre a eu vaincu à quelle bataille? Je ne sais plus le nom de la bataille. Bon. Le dernier roi de Perse, qui s'est enfui. Il n'a pas été mis à mort tout de suite, il s'est enfui. Mais les Égyptiens étaient tellement heureux de se débarrasser des Perses qu'ils ont aussitôt proposé à Alexandre d'être leur roi. D'accord. Bon, voilà. Et là, ils ont fait la grosse gaffe parce que ça allait être la fin de l'Égypte pharaonique. D'accord. Bon, voilà. Alors Euclide était très vraisemblablement, alors je pourrais après rediscuter la question, un prêtre égyptien. Hein. À l'époque, c'était pas complètement impossible parce que les contacts entre Hellènes et Égyptiens s'étaient beaucoup développés à partir de Psamétique Ier. Psamétique Ier qui règne de 664 à 610 avant Jésus-Christ. Donc 3 siècles avant Alexandre. Donc les 3 siècles entre Psamétique et Alexandre, ces 3 siècles où il se passe une chose extrêmement importante, pour les Grecs en tout cas, pour les Hellènes en tout cas, c'est que Psamétique avait commencé à développer des relations avec des mercenaires égyptiens, avec des mercenaires hellènes, je veux dire, qu'il avait aidé dans ses combats, lui, pour se débarrasser des Assyriens. Voilà. Alors, les Assyriens étaient venus faire du dégât en Égypte. Les Assyriens, c'est des gens qui aimaient aller chez leurs voisins ou plus loin, parce que l'Égypte n'était pas précisément proche de la Syrie. Ils allaient chez les peuples, les combattaient, les vainquaient, détruisaient leurs villes et rapportaient du butin. Ouais. Ils faisaient ça pour plaire à leur Dieu. D'accord. Bon. Bien. Alors, les Assyriens sont venus en Égypte, après avoir écumé toute la Syrie, la Palestine, tout ça. Ils sont entrés en Égypte.
le malheureux Tabarka n'a pas été du tout astucieux avec eux, il les a provoqués, ce qu'il ne fallait pas faire avec des Assyriens. Donc les Assyriens sont venus en Égypte. Ils sont entrés, Tabarka venait de mourir, son fils était un peu plus nul que lui encore, et n'a pas pu s'opposer. Et donc Assurbanipal, enfin c'est le second, les Assyriens étaient déjà venus avec Assaradon, le père d'Assurbanipal, mais ils n'avaient pas dépassé Memphis. D'accord. Mais après, ils reviennent avec Assurbanipal, et là, ils sont montés jusqu'à Thèbes, qui était mal défendu parce que Tanoutamon n'avait pas pu défendre, et ils ont détruit Thèbes et pillé Thèbes. Et d'une certaine façon, ça a été la fin de Thèbes, parce qu'après, Psamétique s'est attaché à reconstruire Thèbes, mais c'était plus pareil, le moral n'y était plus, et les Thébains ne se sont jamais remis de la destruction par Assurbanipal. Alors on voit encore des belles ruines de Thèbes, avec y compris des temples qui ont été construits depuis par Psamétique et la suite, mais pour les Thébains, je veux dire, voilà, la Thèbes comme capitale du sud de l'Égypte, voilà, c'était détruit. On a essayé de la faire revivre, mais c'était la fin pour eux. Mais alors, Psamétique, au cours de ces guerres, avait bien apprécié les mercenaires hellènes, qui étaient très utiles à ce moment-là, parce que depuis un demi-siècle ou un siècle, les mercenaires avaient inventé le fameux casque à la crinière de cheval, quoi, des casques à crinière, quoi, voilà. Et ils étaient bien protégés, c'est-à-dire que quand ils recevaient un coup de bâton sur la tête, le casque ne cassait pas. Donc les mercenaires pouvaient comme ça très facilement s'insinuer dans les charreries des peuples anciens ou dans les cavaleries sur le sol, et sortir leurs glaives, tuer les chevaux. Donc les mercenaires étaient les rois de la bataille depuis qu'ils avaient trouvé ça. D'accord. Donc ils ont été très précieux à Psamétique. Alors, donc il avait apprécié les Grecs pour ça. Puis après, alors que les Égyptiens faisaient du commerce avec les marins phéniciens, les Phéniciens occupaient la Méditerranée et étaient des commerçants. Donc l'Égypte, qui elle n'avait pas de marine, l'Égypte a toujours, l'Égypte n'aimait pas l'eau salée. Donc ils n'avaient pas de marine, la mer c'était pas du tout un truc qui les attirait. Comme aujourd'hui les Ivoiriens d'ailleurs, c'est la même chose. Et donc ils faisaient du commerce ils avaient des ports ouverts aux Phéniciens. Le commerce fonctionnait très bien, et Psamétique développait les relations avec les Phéniciens. Yokoso, Gogyo TV へ。
Let us give. Snakes take. Rich man bully. Bad man thief. Ain't got a hope in hell. That's my belief. Et tu t'appelles comment? Sad. Sad. Tu es master, je m'appelle Ag. Merci. Je vais mettre ça Sur internet? Ouais. D'accord, tu as un site? Ouais. Gojo TV. En fait, la carte. Et sinon c'est Gojo TV. Yes. Voilà.
Sauvageau dans Zora l'astrologue. Monsieur le Président, je vous adresse un courrier. Vous voulez savoir ce qui vous attend. Je vais vous parler du sort des hommes de pouvoir, de ceux qui manœuvrent dans l'ombre et qui tirent les ficelles, de ceux qui leur advient après la mort. Laissez-moi vous faire un petit cours d'astrologie. Les astrologues contemplent les étoiles et leurs mouvements. Et derrière le mouvement, ce sont les astres qui régissent notre comportement. Mais hélas, tout est laissé au hasard. Sur Terre, vous le savez, personne ne peut guider son âme ni son cœur. Mais il y a une seule chose qui est déterminée de façon mathématique, une seule chose qui est déterminée par l'horloge réelle, c'est la mort. La vie et la mort sont des rendez-vous que personne ne peut manquer. Nous avons des vies élastiques, mais elles sont tirées vers la fin, vers la mort. Comme si nous pouvions distendre le chemin qui était tracé, nous ne pouvons pas rompre le fil que Dieu tient entre ses mains. C'est d'autant plus difficile que son existence est très contestée. Vous connaissez la lettre oméga. La lettre oméga est la lettre du nœud lunaire. Le nœud lunaire est un point fixe de nos vies qui nous conduit vers la mort. C'est un point qui est destiné à notre naissance. Et ce point est une entrée transparente. Une entrée transparente vers l'errance, une entrée transparente vers une attente. L'attente d'un autre monde, l'attente d'une autre vie, l'espérance et l'espoir que notre réalité voudra de nous. Lorsque minuit sonne, lorsque le hibou sort, lorsque les chouettes miaulent, le nœud lunaire tourne. Il tourne et se retourne, il roule comme des boules. Et l'âme, conservée dans du formol, s'engouffre doucement dans ce tube. Oh,
Merci beaucoup. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Jacqueline Samuel, professeure de lettres, qui nous parle de sa petite enfance. J'ai des tas de choses à raconter. J'ai eu une vie aventureuse dans ma jeunesse, dans ma toute petite jeunesse. Alors, donc, tu es né où? Je suis née à Paris. Et sous quel nom? Jacqueline Samuel. Ça va? Oui, oui. Et alors, tu es née à Paris, tu t'appelles Jacqueline, et tu as fait tes études où? Tes écoles primaires? Non, parce que les études, c'est bien après. En fait, ma toute petite enfance est une petite enfance aventureuse. Bon, alors, mon père était médecin. Et il faisait des remplacements en Normandie. Et il était question qu'il s'installe en Normandie. Donc quand j'ai eu 3 semaines, ma mère m'a amenée en Normandie, où mon père s'était fait des amis. Et donc il était question qu'on y reste. Mais entre-temps, le médecin qui le remplaçait est décédé et n'a pas pu finaliser l'emploi de mon père. Et sa veuve étant une sale garce, mon père a décidé de revenir sur la région parisienne. Bon, mes parents, même, avant ma naissance, mes parents sont nés en Transylvanie, tous les deux, à 40-50 km de distance l'un de l'autre, de familles juives, de culture hongroise, et donc, comme il y avait donc la Transylvanie appartenait à la Roumanie, il y avait un numerus clausus. Après le bac, les juifs ne pouvaient pas aller à l'université. Mais le bac roumain était valable en France. Et j'avais déjà un oncle, un frère de mon père, qui finissait ses études de médecine en France. Et mon père est venu à Paris pour faire ses études. Et pendant ce temps-là, ma mère, qui déjà était tombée amoureuse de mon père, sans qu'il le sache, était venue à Paris un an avant lui, parce qu'elle avait une sœur qui était installée à Paris et qui avait un deuxième bébé. Dès que ma mère a su que mon père arrivait, elle s'est précipitée à la gare de l'Est. Pour aller les rencontrer. Et ça a toujours été le grand amour de ma mère. Mais la famille de mon père était contre. Mon oncle ne voulait pas que mon père épouse une jeune fille pauvre. Ils étaient vraiment de famille très pauvre, tous les deux. Mon oncle avait déjà épousé, lui, une pharmacienne bretonne. Et il aurait voulu que mon père en fasse autant.
Il l'a obligé à faire sa première année à Tours pour le séparer de la mère. Ça n'a pas fonctionné, donc et mon père a fait ses études de médecine tout en travaillant à des petits boulots. Et ma mère était modiste, apprentie modiste. Voilà. Donc ils se sont fait naturaliser français en 1936. Mon père a fait son service militaire en France. Et puis donc il faisait des remplacements en Normandie. Et je suis née. Donc toi tu es née en 37. En 37. Voilà. Donc mes parents se sont finalement installés à Épinay-sur-Seine, où mon père a ouvert un cabinet de médecin. Seulement la guerre a éclaté. Et en tant que juif, en 1940, mon père ne pouvait plus travailler. Alors, il est parti, il y avait la zone occupée et la zone libre. Donc mon père est parti en zone libre où se trouvait mon oncle, son épouse et enfin la famille. Et entre-temps, ils avaient fait venir mes grands-parents de Transylvanie. Voilà. Donc, au bout d'un certain temps, mon père a voulu faire venir ma mère et moi en zone libre, avec de faux papiers, bien entendu. Seulement, ma mère et moi, on s'est fait piquer à une traversée de la... je ne sais plus comment on va appeler ça, la ligne de démarcation. La ligne de démarcation. Mais heureusement, on s'est fait attraper du côté vichiste et on a été mis en prison à Pau. J'avais 3 ans. Mon père est venu en uniforme de l'armée française parce que pendant la drôle de guerre, il avait été décoré pour avoir opéré sous les bombes, etc. Ce qui fait que nous avons été libérés, enfin condamnés avec sursis, et nous sommes donc repartis à Villard-de-Lans, où ma tante avait une pharmacie. Il fallait que mes parents aient de quoi vivre. Et il y avait à ce moment-là en France dite libre, il y avait des camps de concentration avec les juifs étrangers, en particulier les juifs allemands qui avaient fui Hitler. Et ils étaient donc avec toute leur famille, et en particulier des gosses. Et une organisation juive appelée Lozé évacuait les enfants en cachette et ont créé des maisons d'enfants en zone libre. En particulier à Moissac, je ne me rappelle plus le nom.
Et mes parents ont fondé une maison d'enfants avec une trentaine de gamins de 1 an à 14 ans. Et ta mère aussi était juive, non? Hein? Ta mère, elle était juive aussi? Ah ben oui, elle avait la même origine. Ouais. Et donc, ça a duré jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre. À ce moment-là, les enfants ont été répartis dans des... là où ils pouvaient être sauvés. Et mes parents et moi, nous sommes allés vivre dans la banlieue de Grenoble, chez des amis de mes parents, alors que dans le village où nous avions la maison d'enfants, il y avait quand même pas mal de familles juives réfugiées, dont ma tante et mon oncle du côté paternel. Et à Beaujour, les Allemands sont arrivés et ils les ont pris. Mon oncle était le mari de ma tante était un homme extrêmement coléreux, violent. Donc il a fait davantage peur à ma cousine et à ma tante que les Allemands. Ce qui fait qu'elles ont demandé à sortir du car où ils étaient arrêtés. Mon oncle a dit, si vous ne vous sauvez pas, je vous étrangle. Et il était capable de le faire. Vraiment un drôle de coucou. Et donc elles sont sorties en disant qu'elles allaient faire pipi. Et elles se sont sauvées. Ma tante est allée dans la cave à ski de gens qu'on connaissait. Et ma cousine est partie, a volé une paire de skis et est partie dans la montagne. On l'a retrouvée 3 jours après. C'est celle qui vient de décéder le mois d'avant du Covid. Bref, cet oncle, qui connaissait notre adresse dans la banlieue de Grenoble, a été torturé pour nous dénoncer, mais il ne l'a pas fait. Il a été envoyé à Auschwitz. Et il n'est jamais revenu, bien entendu. Et on a eu des nouvelles, enfin on sait ce qu'il est, enfin, comment ça s'est passé là-bas. Donc mon père a appris immédiatement que les Allemands étaient dans le village. Donc on est reparti chez d'autres gens. Et le lendemain, ils m'ont expédié en Corrèze. Avec ta mère? Comment? Avec ta mère? Non, seul. Ils m'ont expédié en Corrèze. Une amie à eux est venue me chercher. Et il paraît que ma mère lui a dit, si les Allemands s'approchent d'elle, tu la tues. Ah ouais. Elle disait ça parce qu'elle ne voulait pas que tu souffres. Elle ne voulait pas que tu souffres, c'est pour ça. Oui, oui. Même à ce moment-là, même en 1942, on savait ce qui se passait. Ce qui se passait en Allemagne, ce qui se passait en Autriche, en Pologne. Et dans les camps de concentration, je suppose. Donc voilà, après ma mère m'a rejoint et nous avons passé pas mal de temps dans un tout petit village en Corrèze, à Bassignac-le-Bas,
chez l'institutrice, où, avec des, évidemment, où je m'appelais Jacqueline Martin. Mon identité, à ce moment-là, je m'appelais Jacqueline Martin. Donc, on habitait chez l'institutrice, j'allais à l'école, c'était une classe unique, c'était certainement le plus heureux moment de ma vie. Parce que j'étais la seule fille dans un village où il y avait plusieurs garçons, et c'était moi qui commandais. Je reconnais bien là. La faille. Bonjour. En voilà des situations. Pendant longtemps, je me suis adapté. J'ai marché sur des œufs, pour tout dire, juste pour atteindre un objectif. Et voilà, au dernier moment, pas d'objectif. Tout s'est écroulé. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Toute situation a son bon et son mauvais côté. Il faut toujours la prendre du bon côté. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce qu'il faut avancer dans la vie. Ah oui, prendre la vie du bon côté. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Noala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. Yo, bonjour Kunta. Yeah man, toi qui es un pionnier Parigo, est-ce que tu peux nous parler un peu du business du reggae à Paris? Ouais. Ah ben, à Paris, tu vois, le reggae, tu vois, ça devait être nous qui le gérons. Ça devait être notre business à nous, notre gagne-pain. Mais il y a d'autres gens qui sont venus, tu vois, à l'improviste sur nous et pour nous contrôler ce business-là, ce pain-là qui est à nous, quoi. Nous qui avons commencé le reggae sur Paris, on ne parle pas des noms, et des frères, ils se connaîtront. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Mais là maintenant, tu vois, là maintenant, ce qui se passe à Paris, c'est que, tu vois, on est hors du business. Parce que nous connaissons le reggae depuis le début sur Paris. Nous avons fait toutes les sound systems, toutes les, tu vois, je veux dire quoi, tu vois, tous les ghettos, tous les machins, on était déjà là, quoi. Et aujourd'hui, les gens, ils nous ont doublé dans le business, quoi. Ils parce qu'ils avaient l'argent, ils s'appellent Monsieur 2, hein, ils ont des trucs, leur père a des machins, des enfants, tu vois, des gens deviennent friqués, tu vois, c'est le fric, quoi, qui parle, quoi. Maintenant, c'est plus les gens qui ont la connaissance, c'est l'argent qui parle. Il n'y a rien, tu vois, même les anciens, qui avaient des sciences, des machins, on ne l'écoute pas. Tout le monde, tout ce qu'ils veulent, les gens, l'argent, le cash money. Donc, c'est pourquoi le business, c'est pas nous qui le détenons. C'est d'autres gens qui ont le business. Mais est-ce que ce n'est pas un manque d'organisation dans le milieu qui fait que le business a glissé entre les mains des rastas parisiens? Oui, si on veut. Mais, tu sais, comme on vit dans un monde, tu vois, c'est cash money tout de suite. Si tu n'as pas cash money tout de suite, pour peut-être faire les promotions, machin, tout ça,
tu vois. Tu peux pas, comment je veux dire, doubler, tu vois, tu peux pas, tu vois, comment je veux dire. C'est-à-dire que si tu n'as pas cash money tout de suite là, tu vois, les gens ils viennent avec cash money, comme je te dis, c'est eux qui vont avoir l'audition, c'est eux qui vont avoir tout, tu vois, c'est eux qui vont, tu vois, mais toi, tu pourrais pas, même si tu as les idées, tu as tout, mais si tu n'as pas la cash money, tu vois, comme c'est là, comme les productions, tu vois, les maisons de Dix, tout ça, des trucs là, je ne vais pas en citer parce que je ne fais pas de la pub pour ces gens-là. Moi, je suis de la rue, quoi. Kunta, tout le monde me connaît, tu vois, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, partout, on me connaît. Ça fait longtemps que je suis dans le business, dans ce business-là, quoi. Tout le monde me connaît. Donc, moi, je dis que même si tu as cet argent-là, tu vois, tu as cet argent-là, mais on va toujours essayer, tu vois, je veux dire, c'est un système un peu, tu vois, véreux, quoi, tu vois, on dit, ils ont déjà posé leur plan, leur pion, ils ont tout partagé, tu vois, ils ont déjà posé leur pion, ils savent que quand on va venir, ils vont nous faire attraction, tu comprends, je veux dire, ils vont nous bloquer, tu as vu, je veux dire, parce que c'est que nous, on va pas pouvoir peut-être dealer comme ils veulent, on va pas être dans leur cadre, dans leur système, parce que nous, on est de la rue, quoi. Tu vois, ils ont déjà, tu vois, nous, on n'est pas dans Babylone, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vois, on mange pas de ce pain-là, tu vois. Et donc, comme c'est des gens, comme maintenant, tu vois, c'est comme des gens de l'ENA, tout ça, c'est eux qui contrôlent le monde, non? C'est eux qui dominent la France. Pour être président, il faut passer à l'ENA, non? Donc c'est pareil, les gens qui sont arrivés avec la puissance, avec l'argent, avec tout ce qu'ils ont là, hein, ils nous ont doublés. Tu vois? Et eux, ces gens-là, c'est eux qui ont toujours le dernier mot. Pas nous, parce que nous, on est des petits, on est de la rue. Tu vois? On n'est pas des fils à papa, à maman. Tu comprends? C'est ça le truc, quoi. À bientôt sur Gojo TV.